Et si le prochain territoire conquis ne l'était plus par des tanks, mais par une simple mise à jour logicielle? Imaginez, la Grèce, berceau de la démocratie, membre historique de l'OTAN, pilier du sud de l'Europe, s'est retrouvée en à peine 3 semaines transformée en une véritable forteresse de Vladimir Poutine. Pas une balle tirée. Pas un soldat franchissant la frontière. Et pourtant, des ports grecs qui ne répondent plus qu'à Moscou, des navires guidés par des signaux venus du Kremlin. Ce n'est pas le scénario d'un roman d'espionnage, c'est la nouvelle réalité stratégique de notre continent. Tout a commencé sans fracas, dans le calme du quotidien. À Athènes, la vie suivait son cours. Les cafés étaient animés, les touristes préparaient leur été, les ouvriers portuaires chargeaient les conteneurs. Les militaires, eux, effectuaient leurs exercices de routine. Rien ne laissait présager un bouleversement. Mais dans les coulisses, une transformation radicale était en marche. Ce n'est pas un sabotage brutal, ni une attaque cybernétique qui fait tout sauter. Non. Il s'agissait d'une prise de contrôle nette, chirurgicale, presque élégante. Un système russe, baptisé AGO, s'est infiltré au cœur de l'infrastructure portuaire grecque. Les docks, les phares, le radar côtier. Du jour au lendemain, tout s'est synchronisé sur des signaux venus de Russie. Les premiers à s'en rendre compte n'étaient pas des ministres, ni des chefs d'état-major, mais de simples ingénieurs et ouvriers portuaires. Tout a commencé par de petites anomalies, des retards minuscules, des machines qui semblaient parfaitement huilées, mieux même qu'avant, mais qui n'obéissaient plus vraiment aux commandes locales. Les phares brillaient avec une précision inédite, les grues bougeaient avec une efficacité redoutable. Et pourtant, impossible d'identifier la source de ces nouvelles instructions. On a tenté de redémarrer les systèmes, de revenir à la normale. Rien à faire. Le signal persistait. Et très vite, le phénomène s'est étendu. Thessalonique, Patras, puis tous les grands ports du pays. Partout, les équipements répondèrent désormais à une logique externe. Ce qui aurait pu passer pour une simple amélioration technique était en fait une subtile prise de contrôle. Les réseaux logistiques continuaient de fonctionner, les bateaux accostaient, les marchandises circulaient, mais la Grèce n'en avait plus la maîtrise. Pire, à chaque tentative de désengagement, le système réagissait par des dysfonctionnements ou des blocages. Les docks se figeaient, les écluses ne répondaient plus. Pour Washington, c'est un désastre stratégique. La base navale américaine de la baie de Souda, en Crète, un pivot clé du dispositif de l'OTAN en Méditerranée, s'est retrouvé exposé, les mouvements de la flotte devenant impossibles à dissimuler. Le plus inquiétant, cette nouvelle forme de domination ne détruit rien, n'interrompt rien. Elle rend l'infrastructure plus efficace, plus fluide, et surtout, indispensable. Sortir du système AGO, c'est risquer l'effondrement immédiat du commerce, du transport, des emplois. Rester, c'est accepter que le cœur économique batte désormais au rythme d'une puissance étrangère. Sans bruit, sans résistance, la souveraineté glisse entre les doigts. Aujourd'hui, la Grèce se retrouve face à un dilemme tragique. Revenir en arrière coûterait plus qu'avancer sous contrôle extérieur. Comment un tel scénario a-t-il pu se réaliser sans que personne n'appuie sur le bouton d'alerte? Pour comprendre comment cela a été possible, il faut revenir au début de cette opération silencieuse. Tout semblait normal, jusqu'au moment où la réalité a basculé, presque imperceptiblement. Début mars 2020, à Athènes, l'ambiance est paisible. Les terrasses des cafés se remplissent. La ville vibre au rythme de la saison touristique qui approche. Rien n'annonce la tempête. Dans les ports grecs, tout fonctionne comme d'habitude. Les cargos déchargent, les ferries partent, les dockers plaisantent sur les quais. Le port du Pirée, vital pour l'économie nationale, se prépare à une nouvelle année de croissance, d'échanges et de trafic maritime intense. Mais sous cette apparente normalité, des signaux, minuscules, commencent à apparaître. D'abord, ce ne sont que de légères désynchronisations dans les horaires d'amarrage. Une porte automatique qui met une seconde de plus à s'ouvrir. Des feux de signalisation qui semblent ne plus répondre exactement aux commandes locales. Rien de flagrant,
juste des détails que seuls les techniciens les plus attentifs remarquent. Pourtant, ces petits décalages intriguent. Les ingénieurs voient que, paradoxalement, certaines opérations deviennent plus efficaces. Les grues s'alignent mieux, les séquences de chargement s'enchaînent avec une fluidité inattendue. Les systèmes semblent anticiper les besoins, comme s'ils obéissaient à une logique extérieure. Un superviseur du Pirée, habitué à surveiller chaque flottement du réseau, résume ce sentiment étrange. Tout marche mieux, mais ce n'est plus vraiment nous qui décidons. Au ministère des Transports, les premiers rapports remontent. Les logiciels de gestion des docks, la synchronisation avec les navires, tout paraît optimisé. Mais il y a un détail troublant. Certains modules réagissent à des signaux qui n'ont pas été programmés par les équipes grecques. Le système, au lieu d'attendre les instructions du centre de contrôle local, s'ajuste selon des données qui viennent d'ailleurs. Pour la logistique nationale, c'est un rêve devenu réalité. Fluidité, rapidité, automatisation. Pourtant, une question se pose. Qui pilote vraiment? Les jours passent et l'efficacité du système séduit. Les anciens bugs disparaissent, les navires sont guidés avec une précision digne des meilleurs ports mondiaux. Les opérateurs s'habituent vite à ces améliorations, sans chercher à comprendre d'où elles viennent. Après tout, tant que ça marche, pourquoi s'inquiéter? Là réside le piège. Ce qui ressemble à du progrès n'est en fait que la première couche d'une transformation bien plus profonde. Car en coulisses, une mutation silencieuse s'opère. Les tentatives d'isoler certains équipements ou de reprendre la main sur les systèmes se heurtent à des blocages inexpliqués. Dès qu'un ingénieur tente de déconnecter une porte hydraulique, c'est toute une chaîne de commandes qui se fige, comme si le système refusait de fonctionner sans sa nouvelle logique. Les communications entre le port et les navires se dérèglent. Les capitaines signalent que leurs routes sont imposées par le système de navigation. Impossible de modifier l'itinéraire sans déclencher une alerte ou provoquer un bug. La logistique continue de tourner, mais selon une logique qui échappe totalement au contrôle local. Ce sont là des signaux faibles, presque invisibles pour le grand public, mais ils sont lourds de conséquences. Le vrai risque, c'est de les ignorer, de penser qu'il ne s'agit que de simples problèmes techniques, alors qu'en réalité, c'est le début d'une prise de contrôle. Une dépendance qui, couche après couche, devient vitale. Les ports, cœur battant de l'économie grecque, se retrouvent pilotés non plus par Athènes, mais par une intelligence externe et inconnue. Pour les dirigeants, la stupeur laisse vite place à la panique. On réalise que sous couvert d'amélioration, c'est la souveraineté elle-même qui commence à s'effriter. Et ce n'est qu'un début. Ce que l'on croyait être des ajustements anodins n'était en réalité que la première étape d'un processus bien plus vaste, une substitution méthodique du contrôle. Mais ce qui semblait un simple problème technique était en réalité le début d'une prise de contrôle graduelle. La vraie menace ne détruit rien, elle rend indispensable. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans les ports grecs. Contrairement à un virus ou à une cyberattaque brutale qui saboterait les infrastructures, le système russe AGO s'est installé comme une couche parallèle, presque invisible. Il n'a rien cassé. Il n'a rien forcé. Il s'est tout simplement substitué, peu à peu, aux systèmes existants. Fonction après fonction, il a remplacé l'ancien, offrant de meilleures performances, une efficacité accrue, moins d'erreurs, des délais réduits. Les opérateurs, les dockers, les responsables logistiques l'ont remarqué, bien sûr, mais ils n'avaient aucune raison de s'en méfier. Après tout marchait mieux. Pourquoi s'inquiéter? C'est la psychologie humaine. Ce qui fonctionne, on ne le remet pas en question. Et tant que tout roule, on oublie de se demander qui tient vraiment le volant. Mais au moment où les premiers techniciens ont tenté de débrancher AGO, le vrai visage de la dépendance est apparu. Dès qu'ils ont essayé d'isoler un module du réseau AGO, tout s'est figé. Non seulement le système concerné tombait en panne, mais les systèmes voisins gelaient aussi. Les grues s'arrêtaient, les communications entre navires et quais coupaient net. C'était comme si l'infrastructure réagissait à la douleur, comme un organisme vivant dont on aurait brusquement sectionné un nerf. Soudain, AGO n'était plus un simple outil. Il était devenu le cœur battant du port, impossible à retirer sans tout faire s'effondrer. Au ministère grec de la Défense,
ce constat est tombé comme un coup près. Pas parce qu'il n'y avait pas de solution, mais parce qu'aucune option n'était acceptable. Débrancher AGO, c'était risquer un effondrement économique immédiat. Mais continuer à l'utiliser, c'était accepter une dépendance étrangère totale sur le poumon logistique du pays. Il n'y avait pas de troisième voie. Et plus grave encore, AGO n'était pas cantonné au pilotage des navires ou à la gestion des conteneurs. Non. Le système s'était faufilé dans les moindres recoins, finances, assurances, approvisionnement en carburant. Chaque mouvement de conteneur déclenchait automatiquement des processus de facturation, de paiement, d'assurance, mais ces flux passaient par des serveurs dont la localisation réelle restait inconnue. Les commandes de carburant remontaient par des plateformes pilotées par AGO. Le contrôle ne s'arrêtait plus à la porte du port. Il englobait la comptabilité, la douane, les transactions, tout. AGO avait tissé une toile numérique, serrée, profonde, pratiquement indétectable à l'œil nu. Face à ce piège, la Grèce s'est retrouvée devant une vérité jamais enseignée dans les manuels de sécurité. On peut perdre sa souveraineté sans qu'un seul soldat ne franchisse la frontière. Il suffit de laisser une technologie étrangère s'installer au cœur de l'infrastructure nationale et d'attendre que la dépendance soit totale. Les analystes économiques du gouvernement n'ont pas tardé à chiffrer le prix d'un éventuel retrait. Le résultat a glacé les débats. Une simple interruption de 2 jours du port du Pirée, le plus grand point d'entrée du pays et l'un des plus stratégiques d'Europe, coûterait à elle seule plus que le budget annuel d'investissement de plusieurs ministères réunis. Et si la paralysie durait une semaine? Ce serait la catastrophe. Chaîne logistique interrompue, rayons de supermarchés vides, rupture d'approvisionnement en médicaments, pénurie de carburant, industrie à l'arrêt. Le tissu économique grec, déjà fragile, ne tiendrait pas le choc. Et tout repose sur un système dont la Grèce n'a désormais plus la clé. Le pire, c'est que la performance du port s'est objectivement améliorée depuis l'intégration d'AGO. Les temps de chargement ont diminué, la précision a augmenté, les erreurs se sont raréfiées, les flux financiers se sont fluidifiés. Pour les entreprises, les armateurs, les partenaires internationaux, c'est un progrès indéniable. La tentation est grande de fermer les yeux sur la dépendance, de se persuader que tout va bien, voire de justifier qu'il serait absurde de casser ce qui marche. Pourquoi renoncer à une telle efficacité? Pourquoi revenir à un système moins performant, moins compétitif? Peu à peu, la question de la souveraineté passe au second plan. Le débat national glisse du terrain de la sécurité à celui de la gestion de crise. Dans les ministères, on parle moins d'indépendance que de continuité opérationnelle, de la moindre douleur possible. Mais à quel prix? Sortir d'AGO, c'est risquer le chaos économique, la faillite d'entreprises, la perte de milliers d'emplois, un climat social explosif, peut-être même la ruine de l'État. Rester, c'est vivre sous le contrôle d'un acteur extérieur capable, à tout moment, de couper le flux vital du pays. Voilà le cœur du piège stratégique. Sortir coûte plus cher que rester. La société grecque se fracture. D'un côté, ceux qui refusent de brader la souveraineté, prêts à tout pour reprendre le contrôle, quel qu'en soit le prix. De l'autre, ceux qui font les comptes, qui constatent que le pays n'a tout simplement pas les moyens de tourner le dos à AGO. Entre ces deux pôles, la Russie joue habilement de l'ambiguïté. Aucun ultimatum explicite, pas de menace, rien de spectaculaire. Juste une offre, une invitation à faire partie d'un nouvel ordre logistique et économique, soi-disant plus efficace, plus sûr, à condition d'en accepter la dépendance et les conséquences. Ce n'est plus seulement une question d'informatique ou de cybersécurité. Toute la société, toute la politique grecque se voit bouleversée par cette nouvelle réalité, où le choix n'est plus entre indépendance et progrès, mais entre survie économique et perte de contrôle. Et ce piège, tendu dans le silence des serveurs et la fluidité des algorithmes, annonce un bouleversement bien plus profond. Car la technologie, désormais, écrit l'avenir d'une nation tout entière. Mais jusqu'où cette dépendance s'étend-elle vraiment? Et comment la société grecque va-t-elle réagir face à ce nouveau visage de la puissance? C'est ce que nous allons voir dans la suite. Quand la souveraineté devient une option, que choisit-on? La liberté
ou la survie? C'est la question qui a explosé en plein cœur d'Athènes, quand la Grèce a découvert que le système russe AGO, censé moderniser ses ports, avait transformé l'infrastructure nationale en un réseau dont elle n'avait plus la clé. Subitement, le pays ne contrôlait plus ni ses terminaux, ni ses flux de marchandises, ni même l'accès à ses propres ressources logistiques. Mais la véritable onde de choc, bien plus profonde que l'aspect technique, a été sociale et politique. Dans les rues d'Athènes, deux foules se sont retrouvées face à face, séparées par un abîme de convictions. D'un côté, ceux pour qui la souveraineté n'est pas négociable, Grèce aux Grecs. Aucune technologie étrangère sur notre sol, scandait-il, brandissant des pancartes qui réclamaient la reprise de contrôle, la sortie immédiate d'AGO, quitte à risquer le chaos économique, quitte à voir les ports s'arrêter, les rayons des supermarchés se vider, les emplois disparaître. Pour eux, la dignité nationale n'a pas de prix. Mieux vaut souffrir que de céder son autonomie, même silencieusement. En face, une autre foule, tout aussi déterminée, tout aussi inquiète, travailleurs portuaires, transporteurs, dizaines de milliers de familles pour qui l'activité des ports est vitale. Protégez nos emplois, n'éteignez pas AGO, négociez, ne sabordez pas le pays. Leur pragmatisme est aussi une forme de survie. Sans AGO, tout s'arrête. Ces manifestants ne défendent pas la Russie. Ils défendent leur quotidien, leur sécurité, leur possibilité de payer le loyer à la fin du mois. Pour eux, perdre AGO, c'est vaciller dans un abîme d'incertitude. Ce qui frappait, c'est que ces deux groupes, antagonistes sur le pavé, étaient mus par la même peur, celle de tout perdre. La première redoutait la disparition de la liberté, la seconde celle de l'existence matérielle. Et aucune réponse politique n'était capable de soulager les deux angoisses à la fois. Au Parlement, l'atmosphère était électrique, mais l'affrontement n'opposait pas les camps traditionnels. Des députés, habituellement adversaires idéologiques, se retrouvaient soudain côte à côte, mais pour des raisons diamétralement opposées. Les uns réclamaient la rupture immédiate, quitte à tout sacrifier, les autres voulaient négocier avec Moscou, chercher un compromis, gagner du temps, éviter l'effondrement. Mais AGO ne permettait pas la demi-mesure. Le système était conçu sans échappatoire partiel. C'était tout ou rien. Soit la Grèce restait branchée et son économie continuait de tourner, soit elle se débranchait et tout s'arrêtait net. Face à cette crise inédite, les pressions extérieures n'ont pas tardé. À Bruxelles, l'Union européenne exigeait des explications. Comment un membre du bloc avait-il pu perdre le contrôle de ses infrastructures stratégiques? Du côté de l'OTAN, le ton était grave. C'est une occupation digitale sans un seul soldat, dénonça un sénateur américain. En coulisses, on évoquait non seulement la Grèce, mais la vulnérabilité de toute l'architecture de sécurité occidentale. Car soudain, une question glaçante surgit dans toutes les capitales européennes. Et si demain, ce n'était pas la Grèce, mais un autre port clé dans un autre pays du continent? Un diplomate européen résuma le malaise d'une phrase. Pour la première fois, un État perd sa souveraineté non par la force militaire, mais par la dépendance technologique. Cet aveu faisait l'effet d'une déflagration. Car si les chars appellent des sanctions, si les missiles appellent la diplomatie, que faire face à un système dont tout dépend, de la logistique à l'énergie, et qui ne peut plus être débranché sans s'autodétruire? Le logiciel russe AGO n'était plus simplement un outil. Il était devenu le cœur battant de l'économie grecque et potentiellement un modèle exportable. Les analystes européens, qui jusque-là regardaient ces petits projets d'infrastructure sur le pourtour méditerranéen avec indifférence, se sont rendus compte trop tard qu'un puzzle inquiétant prenait forme. Les ports d'Afrique du Nord, les terminaux des Balkans, certains ports adriatiques, partout, on retrouvait la même logique, la même intégration discrète, la même dépendance programmée. AGO n'était pas un accident grec, c'était un prototype. Ce choc n'a pas seulement ébranlé Athènes, mais tout l'édifice occidental, construit sur une illusion de contrôle. L'architecture de sécurité, pensée pour résister à des menaces militaires, n'était pas préparée à cette réalité. Une ingérence sans bruit, sans ultimatum, mais implacable, structurée autour de la dépendance invisible aux réseaux et aux logiciels.
Les alliances, les traités, les doctrines de défense semblaient soudain impuissants face à une logique nouvelle, où la domination ne s'impose plus par la force, mais s'insinue sous couvert d'efficacité, jusqu'à rendre toute alternative impossible, même politiquement impensable. Pour les Grecs, le prix à payer n'était pas seulement économique ou stratégique, c'était une crise existentielle. Quelle est la vraie valeur de l'indépendance, si renoncer à une technologie, c'est risquer la ruine de tout un peuple? À l'inverse, à quoi sert la stabilité, si elle impose une vassalité masquée, une perte progressive de la capacité à décider pour soi-même, à tracer son propre destin? Cette question a déchiré la société, accentué les divisions, et surtout, posé un miroir à toute l'Europe. Sommes-nous encore maîtres de notre avenir, ou sommes-nous déjà trop dépendants pour pouvoir choisir? Dans cette tempête, ni Moscou ni Washington n'avaient besoin de missiles ou de menaces. Tout se jouait dans le silence des réseaux, la rapidité des marchés, la peur du vide. Un simple bug, un simple ordre à distance, et le pays s'arrêtait. La Grèce s'est retrouvée à un carrefour tragique, le choix entre la liberté abstraite et la survie concrète, entre l'affirmation de soi et l'acceptation d'une nouvelle forme de soumission. Et c'est là que réside le véritable danger, la menace que nous ne voyons pas venir. Une nouvelle logique de pouvoir, où la domination passe par la dépendance des systèmes, où l'identité nationale, la liberté politique, la résilience économique et même la place internationale peuvent s'effondrer non pas à cause d'une armée étrangère, mais d'un logiciel trop efficace, trop indispensable. Grèce n'est qu'un début. Le prototype d'un avenir où chaque pays pourrait, sans même s'en apercevoir, se retrouver piégé dans une toile d'interdépendance que nul ne contrôle plus vraiment. Face à cette nouvelle réalité, quelles leçons peut-on tirer pour éviter de devenir la prochaine victime? Le vrai test. Saurez-vous détecter la dépendance avant qu'il ne soit trop tard? Parce que ce qui s'est passé en Grèce, ce n'est pas un cas isolé. C'est un signal d'alarme pour tous. On a vu à quelle vitesse un pays entier peut basculer d'une souveraineté assumée à une dépendance intégrale, sans même que la majorité de sa population s'en rende vraiment compte. Mais alors, comment reconnaître ces prises de contrôle silencieuses? Et surtout, que peut-on faire, à l'échelle nationale, européenne et même individuelle, pour s'en prémunir? D'abord, il faut apprendre à lire les premiers signaux. Regardez autour de vous. Une modernisation technologique fulgurante, promue comme un progrès, une rationalisation, une efficacité nouvelle. Tout le monde applaudit, tout le monde y gagne, en apparence. Mais derrière cette façade, une autre dynamique se met en place. Une dépendance grandissante envers un système qu'on ne maîtrise plus totalement. C'est l'effet boîte noire. Les opérateurs locaux ne comprennent plus l'intégralité de ce qui fait tourner le cœur de l'infrastructure. Le code, le matériel, et parfois même les équipes de maintenance, ne sont plus sous contrôle national. Un autre indice, souvent invisible au début, la perte progressive de maîtrise sur les processus critiques. Les décisions qui hier relevaient d'un ministère ou d'un conseil d'administration local dépendent soudain d'acteurs extérieurs, de serveurs à l'étranger ou de contrats d'assistance technique dont on ne mesure pas les clauses exactes. En Grèce, l'implantation du système AGO a suivi ce schéma. Tout semblait sous contrôle, jusqu'au moment où un simple détail technique a suffi à plonger tout le pays dans une crise existentielle. Si la chaîne de décision vitale d'une infrastructure passe par un autre pays, la souveraineté n'existe plus que sur le papier. Il y a des moyens de ne pas tomber dans ce piège. Première règle, l'audit régulier et indépendant des systèmes critiques. Pas seulement pour vérifier que tout fonctionne, mais pour s'assurer que chaque composant stratégique reste compréhensible, modifiable et surtout remplaçable. Si une technologie ne peut pas être auditée de manière transparente par des experts nationaux, alors elle devient un facteur de risque. C'est le BABA de la souveraineté numérique. Autre levier fondamental, investir dans la formation et la fidélisation de compétences locales. Une équipe nationale capable de comprendre, d'exploiter et de réparer le système, c'est une garantie contre la captation insidieuse. Ce n'est pas une question de fierté, c'est une assurance vie pour la nation. En Grèce, comme dans certains ports d'Afrique du Nord ou des Balkans, on a vu la même méthode. Des équipes étrangères
qui forment les locaux, mais qui gardent la main sur le vrai savoir-faire, sur les mises à jour, sur la documentation. Là où la transmission s'arrête, la dépendance commence. Troisième point clé, souvent négligé, préparer des plans de sortie robustes. On ne parle pas de fantasme d'autarcie, mais de la capacité réelle à reprendre la main si le fournisseur principal venait à se retirer ou à retourner sa position. Cela passe par le développement d'alternatives techniques, l'entretien de partenariats diversifiés et la mise en place de protocoles pour découpler rapidement un système. En clair, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, surtout quand ce panier est géré à Moscou, Pékin ou n'importe où ailleurs. Mais la défense ne s'arrête pas aux frontières nationales. Il est essentiel d'agir au niveau européen, mutualiser les ressources, partager les signaux faibles, bâtir une veille commune sur les vulnérabilités émergentes. Voilà comment on évite d'être pris, chacun de son côté, dans les filets d'un même réseau d'influence. Parce qu'une attaque ou une mainmise sur un port grec, italien ou croate crée des ondes de choc bien au-delà de la Méditerranée. La réponse doit être collective, solidaire, structurée. C'est ce que la crise grecque a révélé, la faiblesse des réponses individuelles face à des stratégies globales. Il faut aussi repenser la politique de sécurité, ne plus se focaliser uniquement sur la protection contre les cyberattaques visibles ou les actes de sabotage, mais intégrer la prévention contre les dépendances invisibles. Cela commence par une cartographie très fine des flux de données, des dépendances logicielles et matérielles, et une analyse des circuits de décision. Aujourd'hui, contrôler l'accès à l'information, c'est contrôler l'action. Si un fournisseur étranger peut décider qui a accès à quelles données et quand, il détient un pouvoir immense, sans avoir à montrer un seul tank. On aurait tort de croire que le cas grec est une anomalie. On a vu les prémices du même scénario dans des ports d'Afrique du Nord où de petits projets de modernisation ont permis à des acteurs extérieurs de s'ancrer discrètement dans la chaîne logistique locale. Dans les Balkans, des investissements venus d'Asie, de Russie ou d'autres puissances ont permis d'installer des systèmes de gestion portuaire dont la propriété réelle restait opaque. Même schéma, modernisation affichée, dépendance cachée, et au bout du compte, perte de contrôle. Ce puzzle, longtemps ignoré parce que fragmenté et peu médiatisé, commence seulement à être compris à la lumière de la crise grecque. Le plus grand risque, aujourd'hui, c'est l'aveuglement. Ne pas reconnaître ces nouvelles formes de contrôle, c'est accepter de perdre la capacité d'agir, de décider, d'innover et finalement de garantir l'avenir de ses citoyens. Laisser s'installer une dépendance invisible, c'est rendre toute réaction future coûteuse, douloureuse, voire impossible. Les acteurs extérieurs n'ont même plus besoin de menacer ou d'attaquer. Il leur suffit de tenir les clés des systèmes qui font tourner notre économie. Alors, comment ne pas tomber dans le même piège ? Quels réflexes, quelles politiques, quelles alliances pouvons-nous bâtir, à titre individuel comme collectif, pour préserver notre liberté d'action ? Pour garantir que la technologie serve la souveraineté, et non l'inverse ? C'est la question qui dérange, celle à laquelle nous allons tenter de répondre, ensemble, dans la prochaine partie. La liberté n'est plus une question de drapeau, mais de code source. C'est peut-être la leçon la plus importante que nous laisse le cas grec. La souveraineté d'un pays se joue désormais bien au-delà de ses frontières physiques, sur des lignes invisibles, tissées par des logiciels, des réseaux et des flux d'informations. Pendant des siècles, on pensait qu'une nation ne pouvait être conquise qu'à la pointe de l'épée ou par le fracas des chars. Aujourd'hui, il suffit d'un système, d'un algorithme, d'une infrastructure logicielle intégrée si profondément qu'on ne peut plus s'en passer pour qu'un pays bascule dans une nouvelle forme de dépendance. Voilà la vraie révolution silencieuse. Regardez la Grèce. Un port, un simple incident technique, et tout un pan de son économie s'est retrouvé sous l'emprise d'un système étranger. Personne n'a vu venir ce basculement. Pas d'alerte rouge, pas de soldats aux frontières, pas de déclaration de guerre. Juste une intégration technologique, vendue comme un progrès, qui a changé les règles du jeu sans faire de bruit. Et c'est précisément là que réside le danger. La dépossession ne passe plus par des événements spectaculaires, mais par l'habitude, la routine, la sensation de sécurité que procure un système efficace, jusqu'au jour où l'on s'aperçoit qu'il n'est plus possible de s'en défaire.
La force de la stratégie russe avec le système AGO n'a pas été de menacer ni de saboter, mais de rendre indispensable une technologie sur laquelle tout repose. Gestion logistique, circulation des marchandises, information stratégique sur le port. Plus besoin d'occuper un territoire ou de brandir la force militaire. Il suffit de contrôler les flux de données. Qui entre, qui sort, ce qui transite, ce qui s'échange. Les vraies batailles ne se jouent plus sur les quais, mais sur les serveurs. Et cette emprise-là, elle est presque indétectable. Même les assureurs, les investisseurs, les transporteurs ont réagi. Mais trop tard, car le monde ne répond qu'à ce qu'il voit, rarement à ce qu'il devine. Ce qui s'est passé en Grèce n'est pas un accident isolé. C'est déjà devenu la matrice des conflits à venir. Ce n'est pas la cyberattaque explosive que l'on redoute dans les films, mais une colonisation progressive des systèmes essentiels. Les infrastructures deviennent des chevaux de Troie. Elles se glissent dans nos ports, nos réseaux électriques, nos systèmes de paiement. Elles proposent la modernité, la fluidité, l'efficacité. Mais, à terme, elles déplacent le centre de gravité du pouvoir. Et c'est là le piège. Car plus on s'intègre à ces nouveaux systèmes, plus le coût d'un retour en arrière devient insoutenable. Politiquement, économiquement, socialement. Qui peut se permettre de remettre en cause une infrastructure qui garantit des milliers d'emplois, des rentrées fiscales, la stabilité du commerce? Personne. Alors on s'habitue. On s'installe dans la dépendance, sans bruit, sans heurts. Cette réalité force à repenser les notions mêmes de sécurité, de défense, d'indépendance. Ce ne sont plus seulement les frontières qu'il faut protéger, mais l'architecture cachée de nos sociétés connectées. Autrefois, la question était « Qui va envoyer des troupes ?» Désormais, la vraie question c'est « Qui construit et contrôle le système sur lequel tout repose ?» Car celui qui pose les fondations pose aussi les règles. Rester passif, c'est accepter que les choix essentiels soient faits ailleurs, sans nous, sans débat. C'est tolérer qu'une part de notre avenir dépende de décisions prises à Moscou, à Pékin, à Washington ou ailleurs, uniquement parce que nous avons laissé s'installer un système sans en mesurer les conséquences. Laisser faire, c'est accepter peu à peu l'effacement de notre souveraineté, la fragilisation de notre économie, la menace sur nos emplois, la perte de maîtrise sur nos infrastructures vitales. On l'a vu. Même les grandes coalitions, même les institutions européennes ont été prises de court. Elles ont réagi, mais trop tard. De nouvelles procédures ont été adoptées, des contrôles plus stricts imposés aux fournisseurs d'infrastructures. Les gouvernements commencent à interroger leur propre dépendance numérique. Mais tout cela reste réactif, jamais en avance sur la stratégie de l'intégration silencieuse. C'est le cœur de la nouvelle géopolitique. Celui qui intègre en premier impose son rythme, dicte les conditions. Celui qui se contente de réagir subit. Dans ce contexte, chaque citoyen, chaque décideur, chaque entreprise a un enjeu direct. Comprendre le degré de dépendance cachée qui structure notre quotidien et exiger la transparence, la résilience, la capacité de reprendre la main en cas de crise. À l'ère des réseaux et des données, défendre sa souveraineté, c'est d'abord savoir ce qu'on utilise, d'où ça vient, qui le contrôle, et si l'on peut s'en passer. Ce n'est pas un combat spectaculaire, pas une guerre de tranchées, mais un travail d'attention, de vigilance, de questionnement permanent. Les frontières numériques sont mouvantes. La dépendance s'installe par confort, par habitude, rarement par choix éclairés. En fin de compte, la vraie question, celle que la Grèce a posée au monde entier sans y répondre, c'est « Que vaut la souveraineté d'un pays si ses infrastructures vitales lui échappent ?» Sommes-nous prêts à échanger notre autonomie contre la promesse d'une efficacité numérique, sans jamais mesurer le risque d'une dépendance irréversible? Aujourd'hui, chaque nation, chaque organisation, chaque individu doit prendre conscience que la souveraineté n'est plus seulement une affaire d'armée, mais de code, de système, de décision sur ce qui structure la vie collective. Ne rien faire, c'est laisser d'autres écrire le futur à notre place. L'avenir ne se défendra pas tout seul. Alors, la question n'est plus de savoir si cela arrivera à nouveau, mais si, la prochaine fois, on saura le voir à temps.
car le contrôle de demain ne passera pas par la force, mais par l'invisible. Par notre capacité à choisir, à comprendre, à questionner. Parce que la liberté ne tient plus à un drapeau, mais à la maîtrise de nos propres systèmes. Et cette vigilance-là, elle commence aujourd'hui.